Bonjour à tous, bonjour aux fidèles du Cercle Aristote. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Baptiste Rapin, qui est maître de conférence à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université de Lorraine à Metz. Aujourd'hui, il nous présente son dernier ouvrage paru en février 2020, Tu es déjà mort, les leçons dogmatiques de Ken le Survivant, paru aux éditions Ovadia dans la collection qu'il dirige, Les Carrefours de Lettres. Eh bien, Baptiste Rapin, merci beaucoup de nous faire le plaisir de présenter votre dernier ouvrage au Cercle. Donc, je vais vous laisser la parole, vous laisser un petit peu vous présenter votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à tisser des réflexions philosophiques et donc des leçons dogmatiques, telles que vous le présentez, à travers donc cette figure de culture populaire qui est le survivant. Merci Florent, merci au Cercle Aristote pour cette invitation. Alors je pourrais dire que mon poste de maître de conférence dans un IAE fait de moi quelque part un spécialiste du management et que cela pourrait paraître étrange ou incongru pour moi, pour mon profil, de se pencher sur le manga japonais et plus particulièrement Ken le Survivant. Ce n'est pas un caprice, et il y a en fait en réalité un lien assez direct entre ces deux pôles, le management et le manga. Alors pour comprendre cela, il faut revenir, me semble-t-il, à un sentiment ou à une perception assez largement répandue depuis la révolution industrielle, qui est celle de l'imminence de la catastrophe, l'imminence de l'effondrement. Je rappelle que c'est une évidence pour les auditeurs du Cercle Aristote que la modernité, ensuite aux Lumières et plus encore au XIXe siècle, se caractérise par un progressisme largement fondé sur la science. C'était déjà le cas chez Condorcet, dans son esquisse d'un tableau historique, à travers les 12 étapes qu'il retrace de l'histoire de l'humanité. Mais c'est encore plus affirmé, par exemple, chez Auguste Comte, qui voit dans l'âge positif ou l'âge scientifique le stade ultime atteint par l'humanité enfin mature et adulte, puisqu'il y a un parallèle ou une analogie assez évidente pour les philosophes de cette période entre la physiologie, le développement du corps et des facultés de l'âme, et le développement de la civilisation d'un autre côté. D'autres, parallèlement donc à cette tradition progressiste, d'autres penseurs se sont, eux, inquiétés des conséquences du progrès. Et je pense particulièrement à un livre de Jeanne Husard, qui est assez, le personnage est assez peu connu, son livre également. Pourtant, le titre est évocateur. Ce livre, cet ouvrage paru en 1855, s'intitule « La fin du monde par la science ». Et dans ce livre, « La fin du monde par la science », Husard commence par dire « Mais je crois tous ces philosophes du progrès. Oui, la science n'a jamais atteint de tels sommets. Jamais la maîtrise sur la Terre, sur la matière, sur la nature n'a été aussi accomplie. Et pourtant, cette maîtrise est synonyme de catastrophe, voire, dit-il, de fin du monde. » C'est donc le titre de son livre. Donc, cette conviction que ce torrent de connaissances et d'innovations scientifiques nous emmène vers la catastrophe ne date pas du XXe siècle. Il est consubstantiel, selon moi, à la société industrielle et au bouleversement anthropologique absolument considérable qu'elle a introduit dans les sociétés humaines. Tant de changements en si peu de temps. Alors, cette fin du monde, on peut dire quelque part qu'elle est organisée, d'où le lien avec le management. Le management est en charge justement de l'organisation de ces connaissances scientifiques. Et elle a eu lieu. Elle a eu lieu au Japon, notamment, à travers l'éclair atomique. C'est-à-dire que, vous savez, Paul Virilio, qui est un philosophe lui plus contemporain, nous apprend qu'à chaque innovation correspond le risque et donc l'accident qui correspond à cette innovation. Et donc, plus la science atteint des sommets, plus le risque est majeur, et donc plus on se dirige vers la catastrophe. Et bien, cette catastrophe, on l'a connue, c'est l'éclair atomique qui donc a surpris par 2 fois le Japon en 1945. Et le manga, comme forme culturelle, effectivement, disons forme industrielle et esthétique, ces 2 versants font partie de l'histoire du manga. Eh bien, le manga est le fruit de cette expérience de la dévastation, de la table rase. Jean-Marie Buissou, qui est un spécialiste du manga, parle à ce propos de l'expérience originelle. C'est le cœur du manga.
Et on retrouve cette expérience de la table rase dans toutes les histoires du manga. Prenons les héros alors que j'ai pu connaître, moi, dans ma génération, qui est celle des années 80. Je suis né en 1979, donc la génération du Club Dorothée. Prenons tous les héros qui étaient populaires à l'époque. Les Chevaliers du Zodiaque sont des orphelins, élevés dans une fondation. Jeanne et Serge, Jeanne, l'héroïne, ne connaît pas sa mère. Le père d'Olivier, le héros d'Olive et Tom, capitaine Tsubasa en japonais, est toujours absent. Sangoku a vu sa race décimée, il vient d'une autre planète, ça c'est l'histoire de Dragon Ball. Et on pourrait ainsi multiplier les exemples pour montrer que ce que j'appelle la faille généalogique, déficit d'origine, fait partie intégrante, fait partie de l'essence du manga. D'où cette idée d'explorer le manga comme une fiction qui nous permet d'accéder à ce qui se passe après l'apocalypse, après la table rase du nucléaire. Et de ce point de vue-là, Ken le Survivant est absolument exemplaire, puisque la première scène du manga, que ce soit dans le livre ou dans l'animé, nous montre un univers ensablé. Ensablé, c'est exactement synonyme d'un point de vue étymologique de dévasté, donc un univers dévasté, puisque la guerre atomique a réduit en cendres et en poussière l'ensemble du monde et que seuls quelques survivants vont former l'intrigue donc de l'histoire. Donc voici un peu l'enjeu du livre, se pencher sur l'après-société industrielle, l'après-effondrement qu'elle provoque, à travers une fiction qui est née justement de l'effondrement, le manga japonais. Bon, il faut rajouter, en parallèle à cela, il y a certainement un intérêt un peu franco-français à cette histoire, puisque nous sommes le deuxième marché mondial du manga. Nous avons, nous Français, un rapport très particulier à cette tradition japonaise. Encore une fois, les cadras se souviendront de Récréa 2, du Club Dorothée, des figures emblématiques qui ont bercé et aliéné en même temps leur jeunesse. Et donc, il y a certainement ce côté un petit peu narcissique dans le fait de recourir à Ken le Survivant. Voilà peut-être pour un tableau général qui permet d'entrer dans ce livre. Alors, à la lecture de quelques passages, et notamment toute la partie effectivement d'introduction, il y a une phrase bien tournée qui m'avait marqué, justement sur cette génération dont je fais partie. On a quelques années qui nous séparent, mais on a les mêmes références culturelles. Et c'était en page 20, l'idée de jeunes enfants qui sont des ectoplasmes vierges de tout tragique. Et alors effectivement, bon, pour moi le tragique, moi qui suis plutôt un littéraire, l'idée me plaît beaucoup, le concept de voilà, il faut explorer et ressentir la vie à travers tout ce qu'elle a apporté, et notamment par la souffrance. Et c'est par la souffrance et la limitation qu'on apprend à dompter le monde et à y trouver sa place. Et donc je trouvais que c'était assez intéressant, effectivement, sur le côté une espèce de génération indolente qui, du fait de ne pas avoir à vivre des souffrances. Là, notamment, le parallèle est saisissant quand on comprend effectivement la genèse de beaucoup des mangaka qui ont eu à vivre les bombardements atomiques. Et du coup, ce parallèle assez intéressant de générations telles que nous on a pu l'être, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas vécu de tragique, et de l'aspect formateur de vivre, alors malheureusement parfois très jeunes de leur vie, et notamment beaucoup de ces créateurs japonais. Donc ce qui est assez intéressant, je pense, c'est peut-être de retracer un petit peu, comme c'est fait dans le livre, un petit peu en grande ligne l'histoire du manga, et en quoi le manga, et c'est aussi pour ça que vous avez choisi très spécifiquement cela, permet d'encapsuler beaucoup des phénomènes qui ont touché les gens qui ont vécu les bombardements atomiques, et en quoi ça a pu façonner leur vision du monde, et cette espèce de vision qu'on retrouve énormément effectivement dans l'imagerie japonaise de cet apocalypse, donc à travers le manga. Quelques mots effectivement sur l'histoire du manga. On va dire que les premiers mangas apparaissent dans les années 50, mais seront véritablement popularisés dans les années 70 à partir des premiers animés.
La technique artistique du manga tient de deux grandes influences. L'influence japonaise des estampes et celle de Walt Disney. Donc il faut éviter ce cliché. C'est vrai que le manga soit une production purement japonaise. Il y a des éléments d'importation, notamment à travers les yeux des personnages. Et ce qu'on peut retenir, c'est que autant les techniques de dessin de Walt Disney que celles des estampes visent à une certaine expressivité. Et que on va retrouver ça dans le manga. Ce qui compte, c'est le trait de crayon. C'est de pouvoir raconter une histoire simplement à travers des coups de crayon. Voilà. D'où l'absence et donc l'expressivité des faciès. L'absence relative du paysage, tout est centré sur le personnage. Et je crois d'ailleurs que c'est un élément clé aujourd'hui dans la fascination de notre jeunesse, qui, plus encore que notre génération, la génération suivante est encore plus addict, comme on dit au manga. Je crois que les techniques de dessin qu'on utilise ne sont pas étrangères à cette addiction. Tout est donc en noir et blanc, sans texte, ce qui en fait un produit extrêmement facile à produire. Et c'est pour ça que je disais qu'avec le manga, on est entre l'industrie et l'art. On ne pourrait pas faire de comparaison entre la bande dessinée et le manga. Il me semble que ce sont vraiment deux artefacts, deux mondes bien distincts. Et le manga, donc un livre peu cher, en noir et blanc, alors qui se lit évidemment traditionnellement de la dernière page à la première, dans le sens inverse de la lecture occidentale au Japon. Et il n'a pas vocation à être posé sur les étagères d'une bibliothèque, comme je peux voir derrière moi. Il a vocation à circuler. Donc on voit qu'il y a d'ailleurs c'est très intéressant en termes, maintenant qu'on a le recul de l'Internet et de la notion de réseau qui s'est imposée depuis, on voit qu'il y a dans le manga quelque chose d'absolument viral. C'est-à-dire qu'il a pour but de circuler d'une main à une autre, de se transmettre, de se répandre de façon tout à fait horizontale et non pas être stocké dans un endroit. Alors, ce qui me fascine dans le manga, c'est une thèse qu'une sociologue japonaise, dont je dois avouer avoir oublié le nom, défend, à savoir que le Japon serait la première nation à être rentrée dans la postmodernité. Selon elle, enfin, je retrouve quand même son nom, la génération Otaku, donc les premiers fans de manga, témoignent justement de cette thèse. La modernisation lancée au XIXe siècle aurait été un échec et le Japon serait passé, justement par l'intermédiaire de la table rase atomique, directement de l'ère féodale à l'expérimentation postmoderne. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est bien de repérer dans les mangas les traits de l'univers déconstruit que constitue la postmodernité. Parce qu'enfin, s'il y a bien un leitmotiv de la pensée postmoderne, c'est celui de déconstruction. Donc, voilà un petit peu la thèse que j'essayais de défendre, c'est que ce qu'est la déconstruction à un niveau philosophique, donc on pourra faire référence à des auteurs comme Jacques Derrida, comme Gilles Deleuze, aujourd'hui comme Jacques Rancière ou Giorgio Agamben. Donc, ce qu'est la déconstruction et la philosophie, le manga l'est à la culture japonaise. Il nous révèle l'univers déconstruit, détruit. Si bien qu'il faut voir dans mon livre également une analyse de la condition postmoderne de façon générale qui prend le détour, parce que ce n'est pas un prétexte, le détour d'une forme culturelle précise qui est le manga. Alors, pour revenir également sur votre question, il faut ajouter que le manga fait ressortir effectivement le tragique de l'absence, l'absence d'origine et la volonté, ça c'est aussi un point commun à tous les héros, de renouer d'une façon ou d'une autre avec cette origine, malgré tous les obstacles. Que ce soit à travers une équipe de foot qui transcende la déception du père toujours absent, que ce soit à travers des combats pour sauver une déesse, etc. Il y a toujours une volonté de transcendance et de surmonter l'état de table rase. Mais à travers des épreuves, à travers de la négativité, comme dirait Hegel. Et précisément, nous avons perdu, nous occidentaux, ou nous européens plutôt, sous l'impulsion de la construction européenne. Pour moi, c'est assez évident qu'il y a là
l'effet, on va dire, durable dans les psychologies, dans les âmes, donc l'effet d'une construction apolitique, dépolitisée, purement technique, qui justement, supprimant toute épreuve de l'histoire, tout face à face avec l'histoire, n'a plus habitué ces populations, notamment ces jeunes gens, à la souffrance, à la mort. Et il me semble que dans le manga, la jeunesse vit par procuration cette absence de repères liés à la vie et à la mort, due à une construction politique apolitique, si je peux m'exprimer ainsi. Pour aller dans ce sens-là, justement, j'ai noté page 70, effectivement, une forme de résumé de ce qu'est le message de fond de la plupart de ces mangas-là-ci. Et je notais une bonne tournure de phrase aussi qui était donc le manga comme récit imagé et symbolique de la déconstruction généralisée, donc on va dire de la culture traditionnelle japonaise qui a fait face à sa fin de non-recevoir, on pourrait dire ça comme ça, par les Américains en 1945. Et donc comment ils essaient de se reconstruire, comment ils essaient de récupérer les épaves peut-être de cette culture pour reconstruire soit l'identique, soit autre chose. Et ce que j'ai noté aussi, mais aussi du dépassement du nihilisme grâce à une discrète persistance de la référence. Alors la référence avec un grand R. Et je pense que là, il y a une articulation assez intéressante, notamment autour de ce que nous, on comprend très aisément, du fond philosophique du Tao, des arts martiaux. C'est-à-dire que les arts martiaux sont toujours assez présents, on va dire, dans une bonne partie des mangas. Et accompagnent sont un fond parfait pour tout ce qui peut être du rite initiatique, de l'initiation par le sacrifice, par la douleur, ce qu'on avait déjà évoqué. Donc une bonne partie du livre est aussi consacrée à ça, sur nous occidentaux, sur essayer de comprendre un peu ce cheminement philosophique, initiatique, qui est partagé par une bonne partie des pays asiatiques. Est-ce que peut-être vous pourriez un petit peu élaborer là-dessus? Oui, bien sûr, parce que de même que nous avons perdu tout sens, c'est lié d'ailleurs du négatif, et bien de même, nous avons perdu tout sens du sacré. Et il me semble que le sacré que l'on trouve dans les mangas est également un élément d'attraction de la jeunesse. Alors, je voudrais simplement revenir, avant de répondre directement à vos questions, sur la notion de référence avec un grand R qui est à relier au sous-titre du livre, leçon dogmatique. Ici, dogmatique n'est pas pris dans son sens courant ou banal, mais fait référence à l'œuvre très précise d'un penseur qui est Pierre Legendre, un penseur contemporain qui doit avoir 90 ans aujourd'hui, qui fut un historien du droit, juriste et historien du droit, mais qui, on va dire, a étendu son modèle d'interprétation au niveau de la civilisation, ce qui en fait quelque part également un anthropologue. Alors, pour Pierre Legendre, il n'y a pas de civilisation qui puisse se créer et perdurer sans une instance de légitimité, sans un au nom d'eux qui garantit la raison ultime des choses. Et c'est précisément ce tiers, avec un T majuscule, ce tiers garant, qu'il appelle référence avec un R majuscule. Et l'anthropologie dogmatique, puisque tel est le nom qu'il donne à sa pensée, a précisément pour but d'étudier la nature, le fonctionnement et les métamorphoses des références en général et de la référence occidentale en particulier. Je rajouterai simplement encore ceci, c'est que pour Pierre Legendre, les sociétés humaines les hommes n'ont jamais un accès direct à cette référence. Il n'y a pas d'immédiateté de la référence, elle est toujours médiatisée par des ensembles qu'on appelle des institutions. Et donc les institutions, alors chez nous ce sont les institutions juridiques notamment et politiques, mais peut-être des institutions religieuses ou même des rituels par exemple. Ces institutions sont le lieu de l'entre-deux qui mettent en relation les communautés humaines avec la référence qu'elles ont construite. Et le langage de l'institution n'est pas celui de la raison, mais celui du symbole qui est mis en action notamment dans des rituels. Et même si nous, occidentaux, avons une référence rationnelle, que fut pendant longtemps le droit, avant aujourd'hui être mise à mal par le management,
Même ce qui se passe dans un tribunal relève encore quelque part du rituel. Hein. Tout cela est encore extrêmement protocolaire. Bon. Donc ça caricaturellement défini, hein, c'est un peu la pensée de Pierre Legendre. Et l'analyse de Cain le Survivant montre effectivement que la disparition de la civilisation tient à la disparition de tous les mécanismes qui permettent d'assurer la transmission de la référence auprès des sociétés humaines, ce qui est donc à l'origine du nihilisme à proprement parler, c'est-à-dire à l'absence de racines ou de fécondité. Voilà. Alors, évidemment, de ce point de vue-là, il faut dissocier le cas occidental du cas asiatique et en général et japonais en particulier. Et vous avez tout à fait raison de noter que dans la plupart des mangas, il y a un arrière-fond taoïste, voire bouddhiste de type zen, bien connu le Japon. Soit ce fond est abordé directement, et beaucoup de mangas effectivement mettent en scène des combattants et des artistes martiaux, soit indirectement. Donc on va retrouver dans par exemple, je pense à Dragon Ball, mais on peut parler aujourd'hui, si on s'adresse à des plus jeunes que nous, on va retrouver ces mêmes phénomènes dans des mangas plus récents comme Naruto ou One Piece. Petite parenthèse d'ailleurs, One Piece, Dragon Ball, Naruto, c'est le triplé gagnant. Hein, ce sont les 3 mangas les plus vendus au monde. Ils arrivent en tête de gondole. Donc, que ce soit One Piece, donc Luffy, le futur roi des pirates, Naruto ou Sangoku et ses compères, tous cherchent à une maîtrise de l'énergie qui ressemble effectivement fortement à la tradition des arts martiaux japonais. D'ailleurs, il y a beaucoup de clins d'œil. Je fais la jeunesse du personnage de Ken qui s'inspire en grande partie, outre du Mel Gibson de Mad Max de Bruce Lee. Bruce Lee qu'on va retrouver par exemple dans Naruto avec les personnages de Lee également. Bon. Et donc, il y a un fil secret, même dans les univers tout à fait déconstruits, qui relie les personnages contemporains, les héros des histoires, à une tradition multiséculaire, voire même plurimillénaire. De notre côté, nous sommes arrivés en Occident à un stade où l'industrie, je reprends ici un vocabulaire saint-simonien de façon volontaire, l'industrie est devenue la référence. Alors c'est précisément cette référence qui, paradoxalement, a pour projet d'éradiquer toute référence. Et donc on vit dans une sorte de schizophrénie et qu'on se rattache à l'efficacité comme à une valeur suprême, en même temps que cette efficacité ne fournit aucun sens à nos existences, qui fait que nous vivons dans le nihilisme le plus total, et qui me fait dire que, ça c'est également une thèse du livre, l'effondrement n'est peut-être pas devant nous, mais certainement derrière nous. Autrement dit, la question que je pose en filigrane, elle apparaît de temps en temps, mais elle reste encore discrète, mais la question que je pose à cet essai, c'est peut-il exister une civilisation industrielle ? Je l'ai dit au départ, c'est que je suis plutôt, je me rattache tout d'abord au domaine du management et d'une pensée critique et généalogique du management, et à lire tous ces précurseurs du management au XIXe siècle, début XXe siècle, on se rend bien compte que leur projet, c'est celui d'édifier une civilisation industrielle. Alors, il me semble que, comme je l'ai signalé par le cas de Eugène Huszár et de la fin du monde par la science, il me semble que ces deux mots forment un oxymore, qui sont contradictoires et qu'on ne ferait bâtir une civilisation industrielle sauf en arriver à la catastrophe ultime. Donc voilà également l'enjeu sous-jacent. Et donc nous qui sommes plongés dans ce nihilisme de la référence, eh bien nous pouvons encore quelque part regarder d'autres civilisations, pas encore tout à fait englouties par la planétarisation, pouvoir se ressourcer dans des sources qui les actualisent à travers des nouveaux supports. Et c'est toute l'ambiguïté du support manga que d'être à la fois le reflet de la postmodernité, par exemple, dans le fait qu'il n'y ait plus d'écriture dans les mangas, mais seulement des images, dans le fait de sa diffusion virale, dans le fait que le défaut d'origine est un leitmotiv,
puisque c'est le combat même de la déconstruction que de vouloir supprimer évidemment toute trace de l'origine. Mais de l'autre côté, d'être à la fois le vecteur d'une transmission de traditions spirituelles, religieuses et martiales. Donc ça en fait un objet évidemment ambigu et pour cela même passionnant derrière l'étiquette de produit commercial qu'on peut lui coller sur le front. Alors cette réflexion autour du nihilisme et d'un certain modèle de société, ça me fait penser un petit peu aux achoppements entre les différents modèles de civilisation et de société, hein, qu'on voit à travers le Japon, qu'on décrit souvent comme vieillissant et qui, littéralement, c'est-à-dire démographiquement vieillissant, et qui refuse de faire appel à l'immigration, contrairement à quasiment tous les pays occidentaux. Et on décrit ça comme une espèce de petite mort annoncée, presque un peu célébrée. Et il y a une espèce d'étrangeté, de distorsion entre les visions qu'ont les différentes civilisations, quoi, globalement occidentales versus le sud-est asiatique, les asiatiques, et donc là plus particulièrement le Japon, sur qu'est-ce qu'une fin, qu'est-ce qu'une apocalypse, qu'est-ce qu'un effondrement. Et là-dessus, on peut peut-être rattacher ça au train de la collapsologie, parce que vous élaborez un petit peu là-dessus, et sur les différences de point de vue que vous avez avec, notamment, en France, ce sera beaucoup Pablo Servigne, hein, que vous citez, et notamment sur les trois modalités de l'effondrement d'un système complexe. Et évidemment, quand on parle du Japon, quand on parle de l'Occident, on parle de monde complexe, sur ces trois modalités de constatation. Donc je les redonne, hein, l'effet de seuil, c'est-à-dire que c'est en deçà d'un certain niveau de seuil, nous n'accédons à rien, et donc il faut dépasser un certain niveau de seuil pour accéder à quelque chose, donc c'est le tout ou rien. L'effet en cascade, donc l'effet de contagion, de réaction en chaîne, et un pour lequel je n'étais absolument pas familier, c'est l'effet d'hystérésie, c'est-à-dire l'incapacité après un choc ou un effondrement à retrouver un état d'équilibre, Est-ce que peut-être vous pouvez nous présenter en quoi les Japonais sont aussi différents que nous là-dessus? Est-ce que nous vivons comme des échecs? Peut-être eux le voient différemment. Et notamment aussi à travers la vision de comment penser la vie et la mort, notamment je pense il me semble que c'est le fameux traité, vous me corrigerez, mais c'est l'Agakure, il me semble, qui prend comme position de départ de réflexion la mort plutôt que la vie, et ce qui est assez choquant certainement pour beaucoup d'occidentaux, mais qui est incroyablement intéressant. Je dois ici faire preuve de modestie parce que répondre à votre question sur la perception de la vie et de la mort par les Japonais dépasse certainement mes compétences. Mais je peux dire ceci toutefois, dire qu'on retrouve dans le manga des traces de spiritualité passée et comme finalement un fil qui permet de nouer la trame de l'histoire, ne veut pas dire pour autant que la civilisation japonaise elle-même est encore connectée à son histoire. Et il me semble que l'indice criant du fait que le Japon, effectivement, est dans une crise nihiliste majeure, au même titre que les pays occidentaux, c'est de la démographie. Alors pourquoi? Parce que il n'y a pas, je reviens ici à la pensée de Pierre Legendre, il n'y a pas de civilisation dans laquelle les générations s'enchaînent sans référence. C'est-à-dire sans légitimité de l'action de procréer. Autrement dit, comme plusieurs philosophes l'ont noté, l'homme est le seul animal qui, pour vivre, a besoin d'une raison de vivre. Le reflet de l'anthropologie dogmatique, c'est bien la démographie et la pyramide des âges. Donc à ce titre, je dirais que seule l'immigration, vous avez noté à juste titre cet élément, ce paramètre important, seule l'immigration fait apparaître une différence, à mon sens, entre les sociétés occidentales et le Japon. Mais on garde bien à l'esprit que si les immigrés ont un taux de natalité plus élevé que ce qu'on appelle, entre guillemets, des Français de souche, cet effet disparaît au bout d'une génération sous l'effet du consommérisme, de l'occidentalisation, de la managérialisation des existences. Ce qui fait que ce n'est qu'un délai
Et précisément, cela fait référence au titre « Tu es déjà mort », qui est une phrase prononcée par Ken le survivant quand il est venu à bout de ses adversaires. Il appuie sur leurs points vitaux, ils n'ont pas encore réalisé qu'ils sont morts, et donc ils vivent une sorte de délai entre le fait qu'ils soient déjà morts et le fait qu'ils n'ont pas encore conscience. Et je crois que nous sommes précisément dans cette situation. Donc, ce qui est important bien donc de noter, c'est cette articulation entre l'anthropologie et la déologie, entre le niveau symbolique et le niveau de la reproduction, ce que Pierre Legendre appelle le principe de généalogie. Alors ça, c'était ma première remarque. Ma seconde, je dirais que nous avons également en Occident toute une tradition qui pense à partir de la mort. Et donc je crois que c'est peut-être un certain Occident ou une certaine période de l'Occident qui n'envisage que la vie, certainement sous l'effet, d'ailleurs, de quelle vie s'agit-il? Certainement sous l'effet de l'hygiénisme, qui consiste à vouloir capitaliser sur l'existence comme on le fait sur des ressources matérielles ou financières. Mais que l'on prenne la tradition grecque, je pense notamment aux Stoïciens qui nous recommandent de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, que l'on prenne la tradition chrétienne qui quand même met au centre de cette théologie la passion, ou que l'on pense à des philosophies d'existence plus récentes, et je pense ici à Heidegger, à sa notion d'être pour la mort, l'Occident a aussi les ressources pour penser l'existence à partir de la mort et pas seulement à partir de la vie. Donc je ne suis pas certain que ce soit une spécificité du Japon. En revanche, c'est une spécificité de la pensée martiale japonaise et chinoise, finalement, que de penser à partir de la mort. Et vous avez raison de citer le Hagakure, auquel il est dit que la principale pensée du samouraï doit être sa mort. Et on va retrouver ça évidemment dans les mangas, dans les combats, mais également dans d'autres types de mangas. Je pense à Olivier Tom. Olivier doit tirer dans le ballon pour marquer un but comme si c'était sa dernière frappe. Comme si c'était la dernière frappe avant sa disparition. Et donc on retrouve cette même mentalité d'agir comme si, à chaque instant, comme si c'était le dernier, dans une sorte de communion avec le ballon ou avec les énergies qui nous entourent. Voilà. Peut-être n'est-ce que moi, mais à travers cette envie d'utiliser un objet, comme vous le disiez, un objet culturel, industriel, qui est un peu la frontière entre plusieurs phénomènes, j'ai beaucoup pensé à Paco Mtielman. Alors on en a discuté un petit peu entre nous en interview, donc sur ce côté de essayer de tirer d'éléments de la culture populaire, de la pop culture, c'est-à-dire ce que des gens ont pris de références historiques et culturelles, l'ont mastiqué, l'ont digéré et l'ont servi sur un plateau d'argent sous un format en général édulcoré et conçu comme étant soi-disant plus facile justement à digérer. Et donc cette articulation-là est très intéressante et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur aussi ces notions de permanence. Vous en avez un petit peu déjà élaboré là-dessus autour de la référence avec un grand R. Mais sur un petit peu les permanences, la tradition, l'aspect de civilisation, parce qu'il y a tout un chapitre qui s'attache à essayer un petit peu justement de mieux définir ce que la civilisation veut dire, en termes de structure, en termes de référence. Et donc, est-ce que peut-être vous pourriez un petit peu élaborer là-dessus, c'est-à-dire ce qui transparaît dans la culture populaire, mais ce qui finalement est assez imprégné et assez ancré dans la civilisation. Oui. Alors, on peut dire que, en tout cas de mon point de vue, la culture populaire est ce qui reste de la civilisation quand la civilisation a disparu. Et c'est pour ça qu'on peut, quelque part, en faire l'archéologie. On peut aller à la recherche des vestiges de la civilisation à travers la pop culture. Alors, l'objectif de l'ouvrage, c'est de se servir des univers dévastés, déconstruits, post-apocalyptiques. Alors, celui du manga, mais il faut signaler qu'il y a une référence complémentaire également qui forme la trame de ce livre, qui est le roman La Route de Cormac McCarthy, et d'autres romans également, dont je dois la lecture à Juan Ancencio, le critique littéraire. Donc, se servir de ces univers dévastés, ensablés, pour faire surgir
quelque part par défaut, les éléments clés de l'architecture civilisationnelle. Donc, le dernier chapitre, effectivement, semble déconnecté de l'ensemble du livre, puisqu'il n'est plus une analyse du manga de Ken le Survivant, mais il reprend, sous une forme cette fois-ci positive, tous les éléments négatifs qui ont été, négatifs par leur absence, qui ont été mis en évidence précédemment dans l'ouvrage. Et je place cette tentative de théorisation sous le sceau, effectivement, des leçons dogmatiques de Pierre Legendre. Alors, brièvement, c'est difficile de synthétiser en quelques instants, mais je repars d'un fait biologique que je trouve surprenant et qui m'interroge beaucoup, qui est celui de la néothénie. Alors, c'est un terme qu'on doit à un biologiste allemand qui s'appelle Kollmann, il a utilisé en 1884, si ma mémoire est bonne, mais sa véritable théorisation a été réalisée par un scientifique hollandais dans un article de 1925, et ce scientifique s'appelle Louis Bolk. Et Louis Bolk met en évidence un certain nombre de traits biologiques chez l'être humain qui sont liés à sa venue prématurée au monde, ce qu'on appelle donc la néothénie. Et il résume ces traits biologiques sous le nom d'un principe. J'adore le nom de ce principe, c'est le principe de retardation. Alors, qu'est-ce que le principe de retardation? Pourquoi j'adore d'abord ce mot avant de rentrer dans l'explication? Parce qu'évidemment, dans sa dénomination même, il s'oppose à la société de l'accélération, à la société de l'innovation, à la croissance folle qui forme le rêve et l'horizon de nos sociétés. Et le principe de retardation, c'est qu'en l'homme, il y a comme une force qui retarde. D'ailleurs, c'est intéressant de voir ces expressions métaphysiques sous la plume d'un biologiste. Il y a comme une force qui retarde sa croissance. Et l'exemple qu'il donne en particulier est celui des poils. Quand on compare les animaux aux êtres humains, les animaux viennent au monde presque déjà entièrement poilus, alors que la pilosité se développe au fur et à mesure que l'être humain croît, y compris dans sa vieillesse, évidemment. Donc il y a une force qui retarde la croissance des poils. Alors, qu'est-ce qu'implique cette néothénie, ce principe de retardation? C'est que l'homme ne peut pas s'en remettre à la seule biologie pour survivre, et encore moins pour édifier une civilisation. Et d'ailleurs, me semble-t-il, ne peut pas survivre sans édifier de civilisation, d'où la situation problématique dans laquelle nous nous trouvons. Et donc pour cela, d'une part, il sera un animal technique. Là, on va retrouver toute l'argumentation de l'école de l'anthropologie philosophique, qui regroupe des penseurs allemands comme Max Scheler ou Arnold Gehlen, qui ont justement relié la néothénie, le caractère prématuré des enfants humains, et l'homme comme animal technique, dans le sens où la technique prolonge le corps, forme un exosquelette quelque part, permettant de maîtriser et de transformer la nature à travers l'habitat, par exemple. Mais la néothénie engendre également un autre phénomène, c'est que l'homme est un animal politique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se protéger ou survivre tout seul et qu'il a besoin des autres. Et donc, nécessairement, naît ici la réflexion autour de ce qui est juste, parce que nous pouvons vivre ensemble qu'en définissant les principes d'une justice. Une justice qui est évidemment définie par chaque civilisation selon sa propre référence, pour revenir sur ce terme. Et au centre de tout cela, de la néothénie, de l'animal technique et de l'animal politique, toutes choses qui sont par exemple mises en évidence dans le mythe de Prométhée chez Platon, mais également quelque part dans la Genèse. Et au centre de tout cela, on va trouver la faculté de langage. Et c'est pour ça que l'homme par excellence est l'animal symbolique, c'est-à-dire celui qui n'est pas en prise directe avec la réalité, mais la dématérialise à travers des mots. Et pourquoi est-ce que cela me semble important de souligner ce point? Parce que cela signifie que la crise du langage, de la langue ou de la parole, il faudrait peut-être définir plus précisément ces trois termes, mais disons la crise de la langue est coextensive
à l'arrivée du nihilisme. Puisque nous sommes des animaux symboliques qui nous servons du médium langagier, non pas pour communiquer comme on nous fait croire aujourd'hui, mais pour informer le monde, pour créer des fictions qui donnent sens à notre existence sur Terre. Donc, puisque nous sommes ces animaux symboliques, l'atteinte au langage est l'atteinte à la faculté même qui permet de donner sens aux collectivités humaines. Et de ce point de vue-là, je suis évidemment très bien placé dans une école de commerce universitaire pour constater la déliquescence du langage, pour constater la substitution du langage quotidien et du bon sens à ce langage, la substitution à ce langage du bon sens d'un jargon technocratique, d'experts, et de voir que le vocabulaire conceptuel que nous avons hérité de la tradition, disons, grecque et chrétienne, est battu en brèche par le politiquement correct. Et donc, c'est pour cela également que le manga est intéressant sous ce versant-là, puisque le langage a totalement disparu de ces ouvrages, ou presque. Il n'en reste que des interjections, beaucoup de vulgarité, et un manga se lit, disons, en 15 minutes. Vous voyez qu'il correspond bien à cette compression du temps que nous vivons et qui a été décrite par le philosophe Hartmut Rosa dans ses livres sur l'accélération. Alors que si l'on prend un Flaubert ou un Zola, comme ça je ne prends pas parti ici, dans les deux cas, il nous faudra quand même plusieurs heures pour arriver à bout de l'assommoir. C'est le cas de le dire. Et que ce rapport intime, puisqu'il se passe dans notre intériorité, que nous tissons avec l'écriture, fait partie de notre construction subjective et de notre capacité à donner du sens et à participer à la création de sens dans les collectivités humaines. Cette atrophie du langage, qui donc est au cœur de l'élaboration des civilisations, me semble une catastrophe donc, du point de vue anthropologique. Alors, autre élément que vous élaborez un petit peu dans le livre, c'est, on revient là sur le post-apocalyptique dans le manga et dans la culture populaire en général, c'est la notion de révélateur. C'est-à-dire que ce qui fait que les films de zombies et post-apocalyptiques sont fascinants et en général très durs à rater, c'est qu'en fait, il y a abolition effectivement de civilisation, de règles, de références, et on revient à un état plus naturel, animal. Alors, vous avez déjà un petit peu élaboré là-dessus. Ce qui rend du coup la loi du plus fort la nouvelle référence. Et donc peut-être que vous pouvez un petit peu élaborer sur ce que vous en dites dans votre ouvrage là-dessus, pour un petit peu nous éclairer et compléter ce que vous avez déjà exprimé. Oui, merci pour votre question. Ça me permet dans un premier temps de clarifier un peu le statut épistémologique de ma réflexion, avant d'en venir effectivement aux implications politiques, comme vous venez de signaler. Le terme qui qui vient immédiatement à la bouche quand on envisage ces univers post-apocalyptiques, notamment ceux des zombies, c'est celui d'état de nature. Or, évidemment, ce terme n'est pas vierge de toute conceptualisation, loin s'en faut. La modernité s'est largement bâtie sur cette fiction. Alors néanmoins, il faut ici clarifier d'une part le statut que pouvait revêtir l'état de nature chez ces philosophes, jus naturalistes, et celui qu'il revêt dans les mangas ou dans les récits post-apocalyptiques. Une première erreur de jugement, me semble-t-il, serait de croire que ces philosophes du contrat, par exemple, je pense ici à Rousseau, auraient succombé à une logique évolutionniste élémentaire selon laquelle l'humanité serait passée d'un stade primitif à un stade civilisationnel. Ce n'est pas vrai. Cela, ce serait la vulgarisation infidèle de leur pensée. Ces penseurs étaient tout à fait conscients du statut fictif de l'état de nature. Hobbes également l'était. C'est-à-dire qu'ils mettent au point une fiction, alors qui s'inspire évidemment de récits de voyageurs de l'époque, mais c'est une fiction, il y a quand même un statut de fiction, pour pouvoir
penser la société sous la forme du contrat social. Mais donc, le schéma n'est pas du tout dynamique ou évolutionniste, historique. C'est un saut logique entre l'état de nature et l'état civil. Et exactement comme je l'ai fait ici, c'est par l'absence quelque part de civilisation et de contrat social qu'il essaye de montrer les éléments clés de cette convention. Alors ça, c'est le premier point. Néanmoins, il est vrai que pour décrire l'état de nature, ils se servent des connaissances anthropologiques de leur époque. Ce sont les journaux de voyage des explorateurs. Et qu'en ce sens, l'état de nature qu'ils décrivent est bien différent de celui que l'on trouve dans les récits post-apocalyptiques. Autrement dit, la question que je me pose dans ce livre, c'est quelle est la nature, si je puis dire, d'un état post-apocalyptique qui ne précède pas l'artifice de la Convention, mais lui fait suite. Qui lui fait suite. Une fois que le progrès a fini d'achever la civilisation, quel est l'état de nature qui nous attend? Et celui-ci me semble beaucoup plus terrible et menaçant que celui qu'on trouve décrit dans les ouvrages des philosophes du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, quand ils font référence donc à l'état de nature. Donc, premier point, il est ici, hein, c'est le statut épistémologique de fiction de l'état de nature, aussi bien chez les philosophes modernes, politiques modernes, que pour ce qui me concerne dans le manga ou dans les romans post-apocalyptiques ou dans les films effectivement post-apocalyptiques qui mettent en scène une contagion mondiale ou des zombies, etc. Alors, quel est cet état de nature? Maintenant, on rentre dans le volet anthropologique et politique à proprement parler. Le premier point qui me semble notable, c'est que les virus ou l'explosion nucléaire a ravagé la nature et donc les ressources ne sont plus à disposition, comme c'était encore le cas, par exemple, chez Hobbes. Il n'y a pas de problème d'accès à la nourriture ou à l'eau dans l'état de nature hobbésien. Alors que les survivants, dans la post-apocalypse, vont se battre pour les coins de nature qui seraient restés non contaminés, pour l'accès aux rares supermarchés et à leurs conserves, ou à leurs packs d'eau, à leurs canettes. Autrement dit, ils vivent sur les débris d'une civilisation industrielle dont l'obsolescence est pourtant programmée. Autrement dit, on ne voit pas comment ils pourraient sortir de cet état de nature, sauf mort. Deuxième différence majeure, c'est que à la suite de la révolution industrielle, nous avons tous été, presque tous, dépossédés des savoirs élémentaires de la survie, comme se bâtir un abri, comme cultiver son jardin et en tirer la nourriture, comme élever et tuer des animaux, etc. À titre personnel, mon grand-père tuait le cochon, en faisait son boudin et sa charcuterie. Mon père y assistait, je n'y connais plus rien. Donc on voit bien là à quelle vitesse prodigieuse se perd un savoir-faire qui permet pourtant d'assurer une survie. Donc deuxième différence fondamentale, la perte des savoir-faire de la survie qui amplifie le premier point. Hein, il se cumule à l'absence de ressources et rend donc le danger omniprésent, puisque on va vite, dans ces conditions, en venir à considérer autrui comme une denrée. Et ça, c'est toute la question passionnante du cannibalisme comme expérience ultime de l'éthique. Suis-je prêt? Donc ça, c'est au cœur notamment de La Route, hein, du roman La Route de Cormac McCarthy. Et, le cannibalisme pose deux questions. Suis-je prêt à tuer autrui pour le consommer? Et que faire pour échapper à autrui pour ne pas être consommé? Et on voit bien ici la question de la mort que vous avez justement relevée tout à l'heure, mais sous l'aspect éthique. Qu'est-ce que mourir dignement? Qu'est-ce que mourir dignement? Est-ce de finir sous les dents d'un cannibale? Non. Et donc c'est la question du suicide ici qui apparaît, comme finalement il vaut mieux se donner la faim que de se laisser prendre par la faim. Là, c'est un mauvais jeu de mots en plus avec le cannibalisme, il faut m'excuser. Mais donc devancer sa mort pour mourir encore en homme et non pas en ressources consommables.
Donc, ce sont les questions éthiques posées par la post-apocalypse. Et enfin, on voit s'organiser évidemment des sociétés dans lesquelles la force fait loi. On peut penser ici évidemment à Mad Max et puis à son dernier volet, Road Fury. Le contrôle du point d'eau par la force pour pouvoir diriger par la dictature, par l'autoritarisme, une collectivité soumise à la botte de son dirigeant. Voici un petit peu effectivement les enjeux de l'état de nature dans les univers post-apocalyptiques. Alors peut-être en guise de conclusion, l'exercice habituel un petit peu de projection et de reflet vraiment sur l'actualité un petit peu plus vraiment très actuelle sur là le fond de crise qu'on vit. Alors bon, ça devient tellement banal de dire crise parce que finalement, succession de crises, est-ce que c'est vraiment des crises? Mais à travers tout ce que vous avez déjà élaboré, sur quand même sur les fondamentaux, les outils intellectuels qu'on n'a plus du tout, on en a été dépossédé, on en a parlé un petit peu, du nihilisme, du refus de la mort, ce genre de choses. En tout cas, de reléguer la mort et d'essayer d'arrêter d'y penser. Sur le consensus qui a eu très général sur le principe de précaution avec le Covid, c'est-à-dire que finalement beaucoup de gens ont cessé de se poser la question ou ont essayé pudiquement de jeter un mouchoir sur les questions qui fâchent, c'est-à-dire faut-il faire souffrir 99% de la population et encore quand je dis 99, ce serait 99,98 au nom de la survie de personnes, etc. Ça fait poser beaucoup de questions sur est-ce que finalement le consensus autour de tous ces blocages et le fait que la population générale ait accepté tout ce qu'on lui a demandé, toutes ces privations de liberté, toutes ces privations, et cette manipulation, cette ingénierie sociale, parce que justement elle était déjà conditionnée, en tout cas elle avait déjà perdu tous les ressorts intellectuels qui lui permettaient d'essayer de délimiter un petit peu, alors sans aller trop dans les grandes phrases, mais le bien et le mal, et ce qu'il fallait accepter comme étant une part de la vie, c'est-à-dire le risque. Si ne rien risquer, de ne pas vouloir affronter la mort, le risque de la vie, pour moi en tout cas ça veut dire ne pas vivre, donc je préfère vivre avec du risque et essayer de regarder la mort en face pour ce qu'elle est et d'essayer de vivre une vie la plus pleine et entière. C'est ce que je peux souhaiter à n'importe quel autre être humain. Mais est-ce que finalement on a un petit peu renoncé à ça, et c'est pour ça que les gouvernements s'en tirent aussi bien finalement, c'est-à-dire que on ne veut plus vraiment se poser ces questions-là. Oui, alors je ne vais pas revenir sur le sens du tragique qui rejoint effectivement la notion de risque que vous venez d'évoquer. On peut ajouter à cette lâcheté, à cette couardise, largement liée à mon sens à la recherche éperdue de confort que nous avons connue pendant des décennies. On peut ajouter également la médiocrité intellectuelle qui fait qu'un citoyen lambda ne peut plus aujourd'hui se forger son opinion sur quelque chose finalement d'assez simple qui est la vie d'un virus, la vie normale d'un virus et de sa transmission. Alors au-delà de cela, votre question m'évoque une scène de Ken le Survivant que j'analyse dans l'ouvrage, qui est la suivante. Différentes tribus sont sous le joug du frère de Kenshiro, Rao. Leur combat viendra clore d'ailleurs tout le premier cycle de l'histoire. Et en l'absence de Rao, il y a un certain nombre de rois clés, de tyrans locaux qui profitent de son absence, parce que son territoire est vaste, pour assujettir les populations et les soumettre à leurs caprices, et des caprices extrêmement violents. Et on entend un de ces villageois se plaindre. Il dit finalement qu'il était bon ce temps où Rao régnait en maître. Autrement dit, il me semble que des populations sont prêtes à admettre le joug d'un tyran tant qu'elles n'ont pas peur. Et je crois que là, le lien se fait avec l'actualité et le consentement massif, par exemple à la vaccination ou aux mesures de restriction des libertés qui ont été prises, à la perpétuation d'un état d'exception, etc. Eh bien, il me semble que le ressort fondamental, c'est la peur
qui, cumulé avec la médiocrité intellectuelle, mène à un manque de lucidité assez criant. Donc plutôt que de faire appel au courage, qui est la vertu cardinale du politique de Platon à Hannah Arendt, on préfère se déposséder de sa capacité de réflexion et de ses moyens d'action, les transmettre finalement à un Léviathan, hein, c'est le principe même du contrat social chez Hobbes, puisqu'on a peur de se faire tuer par autrui. Ici, autrui, le virus prenant la forme d'autrui, hein, donc le masque, c'est la peur d'être contaminé, donc la peur d'autrui. Donc on préfère finalement remettre tous nos moyens à la disposition d'un Léviathan auquel on va aveuglément se soumettre. Et je vous rappelle que pour Hobbes, c'est l'autorité du Léviathan qui fait le juste et la loi, et non pas le juste qui préside à la formation des lois. Et il me semble que donc cet exemple tiré de Ken le survivant est particulièrement frappant pour illustrer la situation que nous vivons actuellement depuis un an. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Baptiste Rapin. Donc, je rappelle les références de l'ouvrage que vous nous présentiez. Tu es déjà mort, les leçons dogmatiques de Ken le survivant, qui sont parues en février 2020 aux éditions Ovadia. Baptiste Rapin, merci beaucoup. Merci à vous. Nous aurons le plaisir de nous revoir dans quelques temps, puisque vous aurez un autre ouvrage à nous présenter. Donc, je m'en réjouis par avance et j'espère également le Cercle Aristote. Peut-être que vous pourriez un tout petit peu nous présenter cet ouvrage que nous présenterons dans les semaines à venir, puisque je rappelle qu'il y a un cercle, avec le Cercle Aristote, il y a un Discord, une communauté et sur lequel vous pouvez poser des questions. Donc n'hésitez pas, si on peut avoir un petit peu plus d'interactivité avec les auteurs que nous recevons. Donc Baptiste Rapin, je vous laisse présenter en quelques mots les thématiques de l'ouvrage que vous nous présenterez dans les semaines à venir, pour que potentiellement des lecteurs ou des téléspectateurs puissent préparer des questions. Ce sera d'autant plus intéressant et stimulant pour nous. Donc oui, donc de l'exception permanente, qui était le second volet de ce que j'appelle la théologie de l'organisation, qui en comprendra 3 au final, quand elle sera conclue. Pour rappel, cette théologie s'organise donc en 3 temps. Un premier volet métaphysique, c'était Au fondement du management en 2014. Un volet politique de l'exception permanente 2018. Et prochainement, dans les années à venir, un volet éthique anthropologique qui s'intitulera L'homme docile. Et vous voyez que ces 3 tomes sont encore en résonance avec l'actualité. Donc de l'exception permanente prend acte, si vous voulez, du constat qu'énonçait Armut Rosa dans l'introduction de son livre sur l'accélération. Donc il distingue, je ne vais pas revenir dans le détail, mais 3 origines à l'accélération, ou du moins un sentiment d'accélération que nous connaissons, étant entendu que par accélération, il entend le fait que nous vivons plus d'événements dans la même durée de temps. C'est une intensification du temps, en fait, l'accélération. Et il dit que cette accélération nous amène à ressentir la crise du temps, donc une pénurie du temps, et que cette crise du temps, là il joue sur un chiasme, nous donne également le sentiment du temps de crise. Et le temps de crise se caractérise par un paradoxe, c'est-à-dire que à la fois on a l'impression d'être en mouvement permanent, l'innovation continue, pour citer Norbert Elias, et à la fois on n'a jamais eu cette impression aussi vive que l'histoire est pétrifiée, et que finalement tout est joué et qu'on ne peut plus en dévier le cours. Donc voilà un petit peu la veine dans laquelle s'inscrit de l'exception permanente, et de montrer comment dans les discours, dans les pensées, les idéologies, l'exception, qui est la forme conceptuelle que revêt la crise chez moi, sachant que exception, ça signifie étymologiquement sortir de la prise, hein, ex capere, sortir de la prise et lui en prise, évidemment la prise du principe, donc l'exception est un principe de déconstruction. Donc comment l'exception a remplacé la norme dans la gouvernementalité, j'utilise ici le terme de Foucault, dans la gouvernementalité des populations,
et ensuite de mettre en évidence comment le management préside à cette logique depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, puisque j'ai déterré, et je pense avoir été le seul à le faire, dans les écrits de Taylor, un principe qu'il nomme lui-même le principe d'exception. Et donc je retrace la généalogie de ce principe d'exception à travers l'histoire du management, puis de façon politique, de façon plus générale, puisque le management s'est imposé comme la nouvelle norme de gouvernementalité des sociétés postmodernes. Et j'en signale enfin, dans la dernière partie, les sous-jacements théologiques, puisque mon triptyque s'appelle bien Théologie de l'organisation. Eh bien, donc j'invite encore une fois tous nos lecteurs et téléspectateurs à ne pas hésiter à se rendre sur le Discord du Cercle Aristote pour pouvoir y préparer vos questions. Vous voyez que Baptiste Rapin, donc spécialisé sur les questions de management et toutes les considérations philosophiques, politiques, éthiques qui y sont liées, donc n'hésitez pas à élargir, on peut tout à fait élargir le débat, et je suis sûr que Baptiste Rapin se fera un plaisir de répondre à vos questions. Voilà, merci beaucoup Monsieur Rapin, et donc à très bientôt. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.